Ravi de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous de Surface de Vérité. Dans le fauteuil blanc, je reçois pour vous un jeune économiste chercheur. C'est un argument d'autorité quand il s'agit de parler d'économie, mais pas que. Il a un regard pénétrant et large sur l'ensemble des questions de gouvernance. Le docteur Rassabelga Seydou Ouedraogo, directeur exécutif de l'Institut Free Afrique, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir, M. Guébry. Merci de répondre à notre invitation. Merci de m'inviter. C'est vrai que vous faites rare ces temps-ci. Oui, c'est vrai, mais en fait, depuis, on a eu une période un peu difficile, pour te dire, à l'Institut Free Afrique, parce que moi, j'ai été victime d'un cambrionnage exceptionnel avec mon outil de travail qui a fait quelques dégâts, même si on a pu rattraper ces dégâts, mais surtout, j'étais pas au meilleur de ma forme. Voilà, donc, mais rien de bien grave. Aujourd'hui, tout se passe bien. Un temps de recul pour mieux se faire assez de batterie. En tout cas, on est en forme maintenant. Et pendant ce temps, ça a travaillé, hein? Beaucoup d'études, beaucoup de rapports, on l'a vu, hein, sur la question de la gouvernance économique, justement, on l'a vu avec la crise de la Covid-19, que vous avez produit pas mal de notes sur le sujet. L'impact économique, justement, de cette maladie, que retenir finalement, même si elle n'est pas encore terminée? Oui, bien sûr, plusieurs choses, c'est un vrai chapitre que vous ouvrez. Mais d'abord, pour dire que, pour commencer, c'est qu'à l'Institut Free Afrique, dès février, dès qu'on a vu que les alertes au niveau de notre réseau de recherche et au niveau des informations dans le monde montraient qu'on allait vers une crise extrêmement grave, une pandémie qui allait avoir des répercussions, on a tout de suite commencé une réorganisation de nos équipes. Et pour tout dire, dès début mars, on a arrêté de travailler on a gelé tous nos programmes de recherche, on a mis en place un réseau national et international pour travailler sur la pandémie. Et l'idée, c'était de faire deux choses. La première, c'était rapidement de comprendre les difficultés que ça allait engendrer dans nos pays. Et deuxièmement, de dire, tant qu'on pouvait, faire quelques notes de recommandations à l'endroit, pas des autorités seulement, mais des acteurs stratégiques de la société. Donc on a fait une dizaine de notes. Tout n'a pas été publié parce que ce n'est pas toutes les notes qui sont destinées à être diffusées dans l'espace public, mais il y en a certaines qui ont été publiées. Et c'est des notes qui essayaient d'attirer l'attention de l'opinion publique, des acteurs stratégiques du développement, du secteur privé, mais aussi des autorités politiques et administratives sur des éléments de diagnostic, mais aussi des perspectives de recommandation. Vous avez prédit par moments aussi des émeutes dans le cadre des mesures restrictives, justement, mais finalement, on n'était pas loin de là. Il y a eu toutes ces manifestations. Non, ce n'est pas que nous avons prédit des émeutes. En réalité, le travail de prospective, il faut expliquer qu'est-ce que c'est que le travail de prospective. Le travail de prospective vise à regarder un événement qui peut arriver, ou dans le cas de la Covid principalement, c'est de regarder, OK, ce choc tout nouveau, qui est un choc sanitaire et un choc économique, mais pas seulement, qui arrive et qui nous affecte, quelle peut être l'évolution de ce choc et son impact? Et première chose. Et deuxièmement, on fait des recommandations, mais aussi on réagit sur les recommandations des politiques économiques. J'imagine que vous parlez de notre note sur les marchés. Nous avions trouvé que la réaction des autorités sur la fermeture des marchés était assez précipitée. C'est vrai que c'est une situation extrêmement difficile à gérer, hein. On ne jette pas la pierre à quelqu'un au départ. Mais c'était une décision assez précipitée qui n'avait pas, à notre avis, pris en compte plusieurs paramètres. Et nous étions inquiets sur cette fermeture brutale de l'activité économique de plusieurs milliers de personnes, de plusieurs centaines de milliers de personnes, dont le rythme économique était un rythme journalier, qui sont des personnes qui n'ont pas d'épargne, qui sont des personnes qui sont parmi les plus fragiles ou les plus vulnérables de la société. Même si ce ne sont pas des pauvres, la continuité de leur activité économique est indispensable à leur bonne santé économique et donc à leur bonne santé tout court. Et c'est pour cela qu'on avait indiqué qu'il fallait faire attention à cela. Le deuxième paramètre qui nous faisait craindre des émeutes, c'était que nous estimions qu'il y avait des variables à regarder. Par exemple, la variable des prix des céréales. Si les prix des céréales flambaient jusqu'à un certain niveau donné, ça pouvait, pendant que vous avez arrêté l'activité économique d'une large partie de la population, si cette large partie n'a pas accès aux céréales, qui sont la principale alimentation du pays, ça peut poser problème. Du reste, vous avez vu que malheureusement, il y a eu plus ou moins des émeutes. On a eu des départs de feu. Bon, heureusement, ça a été contenu. C'est ce que nous espérons. Chaque fois que nous faisons de telles activités de prospective, c'est précisément pour éviter le pire. Quand on dit
attention, cela peut arriver. Et chez nous, on a vu quand même qu'il a fallu à chaque fois qu'il y ait des mouvements de rue avant que le gouvernement ne se mette à desserrer un peu par rapport aux mesures. On a vu avec les marchés, avec les mosquées, même avec la levée du couvre-feu. Oui, c'est ça qui est l'une des marques de la gestion de cette crise qui est déplorable. Parce que, en particulier, comme il y a eu beaucoup de propositions, beaucoup d'initiatives qui anticipaient sur certaines choses, je pense qu'on peut être un peu plus sévère avec le gouvernement quant à cette réactivité plutôt qu'une proactivité. Et on a même eu le sentiment par moment que la décision ne viendrait que chaque fois qu'il y avait une sorte de trouble, en tout cas de manifestation, immédiatement on décidait quelque chose. Ça peut laisser douter de la crédibilité, sur la crédibilité des décisions et sur la crédibilité de la gouvernance elle-même. Parce qu'une gouvernance, c'est aussi un chemin choisi en connaissance de cause et sur lequel on se tient. Et assumé avec fermeté. Et avec fermeté, ce n'est pas une manière de dire qu'on fait les têtes brûlées, mais c'est une manière de dire qu'il n'y a pas de politique publique qui marche sans une consistance temporelle. Ce que les économistes appellent une consistance temporelle, c'est de dire on va faire ça pendant 10 ans. Et si on le dit, il faut que dans les 10 ans, on le fasse effectivement. Mais si vous dites on va le faire pendant une semaine et que dès qu'il y a un petit mouvement, vous revenez là-dessus, l'ensemble de votre capacité à vous tenir sur vos engagements est questionné par l'ensemble des acteurs. Ce qu'il faut dire, si vous me permettez de repartir sur cette question d'abord, c'est que c'est un double choc au plan économique, la Covid. C'est ce que les économistes appellent d'abord un choc d'offres. Un choc d'offres, c'est-à-dire un choc qui affecte les entreprises. Les entreprises ont été fermées, des usines ont été fermées, des magasins, des restaurants ont été fermés, ici comme ailleurs dans le monde, et surtout ailleurs dans le monde comme en Europe ou aux États-Unis. Et donc ce choc affecte profondément les économies, mais aussi c'est un choc de demande, parce qu'il y avait des gens qui ne pouvaient plus consommer parce qu'ils étaient confinés chez elles. Il y avait des gens qui ont ralenti leur consommation. Donc c'est un double choc qui a affecté l'économie mondiale. En termes de taux de croissance mondial, c'est majeur. C'est une perte de 6 points de croissance au niveau mondial. La croissance au niveau mondial était attendue en 2020 à 3%. Mais les prévisions disent actuellement qu'elle va être à moins 3%. Et en Europe, la croissance va être de moins 6% et moins 7,7%. Aux États-Unis, c'est moins 6%. Bon, dans notre région, en Afrique, on va avoir une croissance de 2,7%. Non, pardon, une croissance qui était... Ça, c'est au niveau de l'UEMOA, la croissance sera de 2,7%. Mais au niveau de la région Afrique, on va aller dans une récession également, la croissance sera négative. C'est historique, ça fait plus de 50 ans que l'Afrique n'a pas connu globalement un recul de sa production d'une année à une autre. Bon, on peut donc dire que l'UEMOA s'en sort un peu avec cette croissance de 2,7%, mais cette croissance de 2,7% est très faible parce que c'est des régions dans lesquelles la croissance démographique est très proche de cela. Donc en gros, la richesse par tête ne va pas vraiment augmenter. Donc c'est un choc très fort. Est-ce qu'on fait preuve de résilience? Comment on fait justement pour résister à cette crise? Elle n'est pas encore terminée, cette crise sanitaire, mais on imagine que l'après-Covid, ça ne va pas être évident. Il faut être suffisamment imaginatif pour tenir le coup. Oui, l'après va être difficile. On annonce une crise économique majeure au niveau mondial, peut-être une crise inédite depuis des décennies. On annonce également sur le continent des difficultés, en particulier pour les pays exportateurs de pétrole, parce que vous avez vu que le cours du pétrole a baissé. Pour les pays exportateurs de métaux, ça va être également difficile. En gros, si on veut comprendre comment il faut faire pour y résister, il faut d'abord voir les canaux de transmission. Ce que les économistes appellent les canaux de transmission de la crise, c'est en gros par quelle voie est-ce que l'impact négatif ou un autre impact pourrait arriver. Le premier, c'est bien sûr les cours des matières premières, comme je viens de l'expliquer. Pour nous, que le pétrole soit bas, c'est une très bonne chose. Donc il n'y a pas que de mauvaises nouvelles dans cette crise. On a une belle aubaine qui est la baisse des cours du pétrole. Ça peut être très très important pour nous. Je me souviens que je pense en 2016 ou 2017, on avait eu l'équivalent d'une économie de 180 milliards liée à cela, liée à la baisse du cours du pétrole. Donc ça peut être une très bonne aubaine. La deuxième chose, c'est que dans ces conditions, le cours de l'or résiste. Mieux, il semble même à la hausse. Ça, c'est une excellente nouvelle pour nous, dont l'or... Absolument. Donc l'or, ce n'est pas toutes les mines, mais en tout cas l'or est une belle valeur aujourd'hui en bourse. Elle a résisté plus que d'autres. Mieux, des fois, elle a été utilisée comme valeur refuge. Donc en conséquence, ça repart. Et troisième cours qui nous intéresse, c'est celui du coton. Celui du coton qui n'est pas au meilleur de lui-même. Donc de ce point de vue, on va avoir un effet qui va être balancé. Mais en gros, comme l'ensemble de nos partenaires vont être affectés, ça va être difficile pour nous. Donc ça, c'est l'effet sur les cours des matières premières. Il y aura un effet sur les finances publiques, à savoir que notre État a dépensé beaucoup d'argent.
dans le plan de riposte, c'est plusieurs dizaines de milliards. Et donc, ça va se chiffrer en déficit, en dette publique. Et donc, ça va peser sur la capacité d'investissement. C'est compréhensible qu'on ait organisé des plans de riposte aussi importants. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'est pas sûr que c'était les bonnes dépenses qu'il fallait faire. Vous avez vu la discussion sur le plan de riposte avec des frais d'hôtel ahurissants dans un pays qui connaît de l'insécurité, dans un pays qui a des priorités. On va créer des déficits pour financer des besoins dont on n'est pas sûr de l'utilité publique au nom de la Covid, mais on va se retrouver avec des effets importants sur notre dette. Donc ça, c'est le deuxième canal de transmission, qui est un canal majeur. Un autre canal qui va affecter directement les ménages, c'est le canal des flux financiers qu'on reçoit de la diaspora. Parce que vous voyez aujourd'hui notre diaspora aux États-Unis, en Italie, l'Italie qui a été fortement touchée, en Europe et ailleurs dans le monde, va avoir des difficultés économiques et en conséquence, ces transferts vont baisser. Je rappelle qu'en Afrique, ces transferts sont beaucoup plus importants que leur développement. Donc c'est des flux majeurs, c'est des flux qui permettent de stabiliser la misère, qui permettent de faire des projets, beaucoup moins de projets, c'est vrai, mais c'est des flux importants pour le développement, pour le progrès socio-économique, en tout cas pour la stabilisation socio-économique. Donc ça, c'est également important. L'aide au développement pourra baisser sans doute pour des pays comme les nôtres. Et dernière chose, c'est là qu'on peut faire de l'action, ce sont les entreprises. Les entreprises, elles ont été fragilisées, leurs fonds de roulement ont été affectés, beaucoup vont sans doute fermer chez nous. Ce n'est pas aussi grave chez nous, encore une fois, qu'en Europe, mais il est clair qu'on va avoir ces effets. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Me semble-t-il qu'il faut apprendre les leçons de la crise. Première leçon de la crise, c'est une leçon au plan sanitaire même. C'est une série de leçons au plan sanitaire. À savoir qu'il faut espérer que cette crise va nous permettre de comprendre la gravité de notre sous-investissement dans le secteur sanitaire, dans le secteur de la santé. C'est-à-dire que dans notre pays, par exemple, je l'ai souvent dit, les évacuations de quelques dizaines de personnes, voire quelques centaines de personnes vers des plateaux techniques de meilleure qualité, en Afrique et en Europe, nous coûtent plus cher que le financement de l'hôpital Delgado, du plus grand hôpital du pays où il y a des dizaines de milliers de personnes qui fréquentent. Mais ce n'est pas la seule leçon au plan de la santé. Il y a une leçon qui me paraît majeure. C'est que dans notre pays, nous avons toujours regardé la santé comme une question d'hôpitaux et de dispensaires. À savoir que si vous dites, OK, je vais investir dans la santé, il faut construire des hôpitaux et des dispensaires. Or, la santé, c'est d'abord la prévention. La santé, c'est aussi du sport. C'est un ensemble d'éléments de politiques qui peuvent préserver la santé plutôt que de soigner des malades qu'on va fabriquer. Et de ce point de vue, si vous regardez la pandémie de la Covid, ce qui s'est passé dans le monde, les pays qui ont le plus résisté, ce n'est pas ceux qui ont soigné. C'est eux qui ont évité de tomber malades. Donc ça nous donne également des leçons. Il faut vraiment qu'on prenne acte de cette perspective. Ça, c'est au plan de la santé. Il est extrêmement important qu'on ait ça. Maintenant, au plan économique, observez ceci. Nous sommes dans une situation où, dans un pays comme le nôtre, comme une de nos notes montrait, il y a en gros une commande de plus de 30 000 tonnes de riz importées au Burkina Faso chaque mois. 30 000 tonnes par mois. 30 000 tonnes. Si la crise s'était comportée d'une toute autre manière, juste sur quelques jours, voire quelques semaines, on aurait pu avoir des tensions plus importantes sur notre stock de sécurité, sur notre stock de riz au niveau national. Et en conséquence, le riz allait augmenter de prix. Bon, vous allez me dire, ce n'est pas grave pour ceux qui ne mangent pas le riz, mais sauf que ceux qui ne mangent pas le riz mangent peut-être du maïs ou du mil, et c'est des produits substituts. On peut penser que c'est une spéculation, mais c'est ce qui est arrivé en gros en 2008. Vous vous souvenez les émeutes de la faim en 2008? C'est exactement ce qui est arrivé. On n'a pas appris la leçon, à savoir qu'un pays comme le nôtre, qui est trop largement dépendant de l'extérieur, qui a reposé, y compris sa sécurité alimentaire, y compris ses secteurs stratégiques sur l'extérieur, en disant, OK, il suffira de commander, c'est un pays qui est à tout moment en danger. Si on peut apprendre cette leçon et considérer que aujourd'hui, quand vous avez regardé, même les pays les plus riches se sont rabattus sur leurs unités. Là où il y avait des usines fermées, ils les ont rouvertes. Ils parlent de relocalisation. Ça peut être une chance pour nous d'apprendre de cette crise et de considérer que finalement, c'est notre capacité à nous mettre nous-mêmes au travail pour faire une économie nationale portée par nous-mêmes et pour nous-mêmes qui va nous mettre à l'abri de telles crises. Non. En tout cas, visiblement, il semble avoir une prise de conscience, mais on espère justement que ça va se transformer en une véritable prise de conscience en termes d'investissement. Je ne suis pas sûr. Moi, je n'ai pas vu la prise de conscience. Donc, je vous le dis très clairement. Regardez le plan de riposte Covid. Lisez le plan de riposte Covid. Si vous le lisez, il y a tout sauf une conscience de la... Ce n'est pas les hôtels au prix qu'on a dit qui étaient la réponse. Vous comprenez ce que je veux dire? Je veux être très objectif, mais de dire qu'en tant que chercheur,
J'ai vu beaucoup de populisme, j'ai vu beaucoup d'agitation, mais j'ai vu très peu de conscience que cette crise nous enseignait et qu'on allait tirer les leçons. D'accord. Alors, parlons d'investissement, vous le dites bien, c'est aussi cela, c'est aussi l'une des conséquences de cette crise, c'est qu'il y aura peu d'investissement, justement, il doit y avoir une loi rectificative donc, du budget. Et il y a cette structure-là, la Caisse de dépôt et consignation, qui vient un peu comme une solution à cette question d'investissement. On parle justement de ces fonds en dormant, cette caisse qui aura donc pour mission la collecte et la mobilisation justement de ressources financières de long terme afin d'assurer justement le financement adéquat des investissements structurants de l'État et des collectivités territoriales, c'est d'une part, et d'autre part aussi la restructuration d'entreprises à caractère stratégique en difficulté. Alors, on se dit, c'est peut-être là une bonne approche aussi, non? Ou alors, faut-il s'en inquiéter, un danger plutôt? Non, la Caisse de dépôt et consignation est une institution stratégique. Si vous enlevez à la France sur les décennies passées, sur le siècle passé, sa caisse de dépôt et consignation, il n'est pas sûr que vous allez avoir un pays aussi bien harmonieusement doté d'infrastructures, comme c'est le cas dans un pays comme la France. C'est une institution stratégique dont le but est de permettre à un État d'avoir la capacité de se projeter dans des trajectoires de moyen et long terme avec des investissements structurants dans le logement, dans l'électricité, dans le développement local, dans les infrastructures. Ce que les politiques de court terme ne permettent pas toujours de faire. Et cette institution, pour remplir cette mission, on lui donne accès à des ressources longues, à l'épargne des retraites, par exemple, dans notre système, à d'autres ressources longues qui ne sont pas si dormantes que ça, mais en tout cas, qu'on peut optimise, dont on peut avoir une meilleure optimisation au service du développement économique et social. Donc, de ce point de vue, c'est une excellente chose. Je tiens à expliquer que la Caisse, elle n'a pas été créée sous le MPP. La Caisse est techniquement créée depuis 2013. Vous vous souvenez Oui, je vous le dis. À la Journée nationale des paysans en 2013, en septembre 2013, je me souviens, c'est un dossier que je connais assez bien, la Caisse. En 2013, en septembre 2013, le président Compaoré avait dit qu'il lançait la Caisse et il avait instruit des équipes pour le faire. Donc, quand le gouvernement MPP est arrivé, la Caisse était déjà plus ou moins sur place. Bon, je sais pas des études déjà. L'étude avait été faite bien avant. Si vous voulez que je vous fasse la petite confidence, c'est mon aîné, le Pierre Claver d'Amiba, l'excellent Pierre Claver d'Amiba, qui avait fait l'étude de base. Moi, j'avais fait une étude qui rentrait dans le cadre de cette caisse. Donc, c'est un dossier que je connais assez bien. Et pour dire que c'est vraiment une institution stratégique. Mais c'est une institution dont il faut faire très, très attention. Parce qu'à la mise en œuvre, c'est un couteau à double tranchant. Si vous mobilisez l'épargne longue et vous en faites des usage dans les investissements structurants, vous allez avoir un effet bonifique en termes de développement économique, en termes de développement local, en termes de progrès socio-économique, c'est clair. Mais si vous prenez l'épargne longue et que vous en faites un usage de court terme ou un usage moins rentable au plan économique et social, même au plan financier, il n'est pas sûr qu'on puisse aller vers des problèmes. Et c'est pour cela qu'une institution comme cette caisse a besoin que sa gouvernance soit solide. Et c'est pour cela qu'en France, la gouvernance de cette caisse est exceptionnellement bien organisée. Il y a des défauts là-bas, mais c'est pour dire que c'est vraiment des exemples. Au Maroc, ça existe. Au Sénégal, au Gabon, il y a des exemples ailleurs. En Parce que déjà, chez nous, il y a des doutes sur le fait que c'est un peu un outil politique, justement, qui pourrait servir à autre chose. C'est la crainte. Et je partage cette crainte. Je partage cette crainte, pourquoi? Parce que cette caisse a besoin de deux choses pour très bien fonctionner. Elle a besoin à sa tête de personnalités indépendantes qui soient à mesure de s'éloigner des pressions politiciennes. C'est-à-dire qu'on a là l'ancien Premier ministre Paul Kabatiba. Oui, ce n'est pas un jugement de personne. Oui, vous comprenez, ce n'est pas un jugement de personne, c'est une lecture institutionnelle de comment la gouvernance est organisée. Ça, c'est extrêmement important. On aurait pu penser que d'ouvrir cette caisse, la direction de cette caisse, à une compétition des meilleurs d'entre nous qui sont intéressés à la question, qui peuvent le faire, ça leur donnerait plus d'indépendance vis-à-vis de l'autorité politique. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est le comité de surveillance. Le comité de surveillance est vraiment le lieu, comme une sorte de super conseil d'administration qui a, avec un rôle important des parlementaires. Ce comité, effectivement, a un rôle important pour permettre que la gouvernance de la caisse ne soit pas ballottée sur des investissements, sur des intérêts politiciens. Mais mes inquiétudes vont plus loin parce que, regardez, cette caisse de dépôt et consignation s'inscrit dans ce qu'on appelle un pôle financier public. C'est-à-dire que l'État se dote d'instruments financiers majeurs
pour sa politique économique et sociale. C'est le cas des fonds nationaux, des fonds nationaux dont les performances sont très très médiocres, pour la plupart. Hein. Je vous renvoie à une étude qui a été faite par le Conseil économique et social. Il y a des remboursements, des taux de remboursement de moins de 40% dans les fonds. Donc c'est vraiment, si c'est des caisses de subvention, il faut dire qu'ils sont des caisses de subvention, mais si c'est vraiment des fonds ils doivent être remboursés, là on n'est pas sur le bon chemin. Il y a cela, mais il y a aussi les banques publiques. Or, j'observe que l'État a vendu la Banque de l'Habitat, qui est devenue une banque de business internationale, qui est beaucoup plus facile à gérer qu'une banque agricole et à créer une banque agricole. Pendant hier, on a connu des banques agricoles qui ont fait faillite. Et cette caisse des dépôts et consignations pourrait financer cette banque agricole. Or, la banque agricole, elle va avoir d'importants problèmes de gouvernance liés à sa structure publique. Donc, si par exemple, la caisse misait énormément sur cette banque agricole, moi je ne suis pas certain qu'on va avoir les meilleurs résultats au plan financier, mais surtout au plan social et économique. Je ne suis pas en train de dire que le financement de l'agriculture n'est pas important. C'est central. C'est le principal secteur en termes de majorité de la population qui y travaille, l'agriculture et l'élevage. Mais il faut imaginer les outils de financement adaptés qui permettent effectivement de répondre aux besoins financiers des paysans et des éleveurs, plutôt que de créer une banque dont le nom serait banque agricole, mais qui fera principalement autre chose. Alors parlons de gouvernance du secteur minier. Il y a récemment cette mission d'information parlementaire qui a rendu son rapport et qui a suscité beaucoup de réactions, d'indignation par rapport au comportement des sociétés minières vis-à-vis de l'État burkinabé. C'est étonnant pour vous, le contenu de ce rapport? Non, pas du tout. Et beaucoup vous diraient non plus que ça ne les a pas étonnés. On sait beaucoup plus que ce qui est dans ce rapport. Ceux qui travaillent sur le secteur comme nous depuis longtemps, ceux qui sont intéressés par le secteur, même des journalistes spécialisés savent que ce qui est dans le rapport ne les apprend pas grand-chose. Mais ça ne veut pas dire que le rapport n'a pas d'intérêt. C'est extrêmement important que ce soit la représentation nationale qui dise ce qui est là. En 2015, on avait fait une étude pour conseiller l'adoption du nouveau code, une étude indépendante avec les fonds propres de Free Afrique. À cette occasion, j'étais sur un plateau de télé, j'avais indiqué que les sociétés minières, elles toutes ne payaient pas le fonds de réhabilitation environnementale. Elles avaient contesté sur le plateau, elles m'avaient dit que je racontais des balivernes. Aujourd'hui, c'est une commission qui le dit 5 ans après. Donc, c'est très clair, ça montre qu'il y a des choses qui sont intéressantes à dire par la parole de l'autorité, y compris l'autorité parlementaire. Maintenant, peut-être si vous permettez, juste une idée sur qu'est-ce que c'est que l'économie minière. Dans notre pays, l'économie minière, c'est 2 sous-secteurs. C'est la mine industrielle qui, en gros, rapporte le 5e ou le quart des recettes fiscales de l'État chaque année, depuis le boom minier, depuis 2011. Aujourd'hui, c'est autour de ça, qui produit plus de 50 tonnes d'or, qui emploie en direct moins de 10 000 personnes, et ces 10 000 personnes comptent beaucoup d'étrangers, et qui, en gros, constitue le premier poste d'exportation du pays. Il y a un deuxième sous-secteur qui est la mine artisanale. Et la mine artisanale, elle fait moins du 5e de la production de la mine industrielle en termes de volume, en termes de tonnage d'or, mais elle emploie 1,5 million de personnes. Et elle a des difficultés, elle a des problèmes sociaux que ça pose, des problèmes de santé, des problèmes environnementaux que ça pose. Une fois que ça est campé, ce décor est campé, maintenant on voit l'importance de gouverner ce secteur. Qu'est-ce que nous apprenons de grave dans le rapport parlementaire, mais qu'on savait, mais que le public ne sait peut-être pas? C'est premièrement qu'on ne comprend pas pourquoi certaines sociétés minières ne payent pas des taxes qui sont dues à l'État depuis longtemps. Et surtout, ce n'est pas là que c'est grave, que rien n'est fait en gros, de façon diligente pour recouvrer ces taxes. Deuxièmement, l'enquête parlementaire, le draft préliminaire, indique qu'il y a eu en gros un marchandage. Sinon, pour parler plus soft, il y a eu un protocole d'accord entre le ministère des Mines et les sociétés minières pour déduire de leur contribution au fonds minier de 1% une large part de leurs dépenses en responsabilité sociale et environnementale des entreprises, qui va autour de 5,5 milliards. Et la commission d'enquête s'inquiète, est-ce que c'est légal? Moi, je pense que ce n'est pas du tout légal, parce que ce n'est pas l'esprit de la loi. Donc, il y a des problèmes comme ça qui sont posés et qui sont des problèmes majeurs. La taxe sur l'eau, l'eau qui est une denrée stratégique dans notre pays. L'eau est plus stratégique que l'or, il faut le savoir. Si vous arrêtez d'exploiter l'or, peut-être que certains d'entre nous vont mourir, peut-être que certains vont avoir des difficultés, mais si vous polluez toute l'eau du pays, tout le monde meurt. En particulier ceux dont la vie dépend de l'eau en termes de production, comme les agriculteurs et les éleveurs à l'intérieur de nos pays. Les mines ponctionnent une part de l'eau qu'il y a dans les localités riveraines.
Et il y en a certains, comme le dit la commission d'enquête, qui ne payent pas les taxes sur cette question. Et ce qui est étonnant, encore une fois, ce n'est pas le comportement des mines. C'est pourquoi notre État laisse faire, ou en tout cas pourquoi notre État n'est pas si diligent pour faire respecter la loi, pour faire entrer ces Mais en même temps, effectivement, les mines évoquent des textes aussi. Ils ont parlé de clauses de stabilité fiscale, de ces mines de première génération qui avaient déjà des conventions avec l'État. Est-ce que la loi aussi n'a pas failli aussi à ces scènes de la loi qui permet à ces mines-là de s'échapper ou de poser aussi ces réalités? Le code minier de 2015, on peut avoir mieux. Mais c'est l'un des meilleurs en Afrique. C'est l'un des codes les plus progressistes qui permet de maximiser les bénéfices de l'État, qui permet de maximiser les bénéfices des populations et qui introduit des innovations importantes comme le 1% de chiffre d'affaires que les sociétés minières doivent payer pour le fonds de développement économique, de développement local. J'entends beaucoup d'arguments qui sont qui ont une part d'objectivité. Il est vrai effectivement que si vous êtes un investisseur, vous arrivez dans un pays et que vous signez un contrat et qu'il y a des clauses fiscales et que dans le cours du jeu, les clauses fiscales changent, ça peut vous poser problème. Sauf qu'il y a deux contrepoints à cela. Première chose, le fait est que ces sociétés minières vont payer le 1%. Donc ce n'est plus ça qui est en cause. Le débat n'est plus à savoir est-ce qu'on va payer ou pas, est-ce qu'on ne le donne ou pas. Ce débat est derrière nous. Tout à fait. Très bien. Donc la question qui est posée, pourquoi, au lieu de payer directement le 1%, pour que la commune, qui est l'organisatrice du développement local, finance les priorités des populations en termes d'investissement, pourquoi on fait une déduction sur la responsabilité sociale et des entreprises, pendant qu'on sait depuis 5 ans que c'est à payer? Ça, c'est la première question que je pose, qui montre donc que l'argument de la clause de stabilité fiscale ne marche pas sur cette question. Et deuxième chose, si vous faites l'historique sur cet argument, ce n'est pas les miniers qui sont perdants là-dessus toujours. Il y a des conventions minières qui ont lié notre pays à des sociétés minières depuis 1997, sur une clause fiscale qui était par exemple un prélèvement de 35% sur le bénéfice. Quand nous sommes passés en 2003 à un prélèvement de 17%, ces sociétés ont bénéficié de cela. Vous comprenez ce que je veux dire? Et aujourd'hui, elles invoquent cela. Mais en tout état de cause, ce n'est même pas sur ça qu'il faut aller. Il faut comprendre une chose. Qu'une mine qui est là depuis toujours n'exploite pas forcément toujours le même investissement. Elle a fait de l'extension. Si l'extension est récente et qu'elle tombe dans la nouvelle loi, pourquoi l'extension ne devrait pas concerner cette question? Sur la question, il faut bien comprendre ce qui se passe. C'est des enjeux majeurs. Le secteur minier a un chiffre d'affaires annuel de plus de 1500 milliards. Et ces 1500 milliards ont à leur sein quelques majors, au maximum une vingtaine de majors, dont une grosse douzaine de mines exploitantes industrielles. Donc il faut comprendre que ce sont les enjeux financiers majeurs qui peuvent expliquer cela. Mais encore une fois, le plus étonnant, ce n'est pas le comportement des sociétés minières. Les sociétés minières se sont comportées toujours comme cela partout où on les a autorisées à se comporter comme telles. Ce qui est en cause, c'est pourquoi notre État ne défend pas de façon si diligente les intérêts de l'État et les intérêts des populations. C'est ça notre étude. On a une étude qui sort... Oui, justement, une étude sur justement l'économie politique du secteur minier, exactement. Et cette question, vous la posez dans cette étude? En réalité, dans cette étude, nous disons ceci. On ne peut plus comprendre ce qui se passe dans la mine à partir de l'argument de la stabilité de la clause fiscale. On ne peut pas comprendre la sous-performance du secteur en termes de progrès économique et social à partir d'un argument du genre, c'est parce que c'est un secteur qui est trop compliqué techniquement à gérer. On n'a pas l'expertise aussi? Oui, vous avez déjà entendu cet argument. C'est une demi-vérité. Je vais vous expliquer pourquoi. Observez ceci. L'expertise qu'un État a pour réguler un secteur, ce n'est pas une donnée, c'est une construction. En 2008, le ministère des Mines avait plus de capacités techniques qu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'État a laissé des gens partir. C'était une politique aussi de ne pas les retenir. Donc c'est pour expliquer que ce n'est pas cet argument qui compte. L'argument qui consiste à dire c'est parce que notre secteur privé local n'a pas les capacités techniques, n'a pas les ressources financières pour investir dans ce secteur, est aussi un argument qui ne tient pas la route. Pourquoi? Si vous regardez très bien, la plus grosse mine du pays a investi près de 230 milliards de CFA. C'est un projet énorme. Mais il y a d'autres mines qui ont des niveaux d'investissement de 110 milliards, de 80 milliards, de moins que cela. Et du reste, il appartient à l'État d'avoir une politique qui peut être de dire, moi j'opte pour des mines de taille moyenne
avec la priorité donnée soit à une appropriation par l'État ou à une appropriation par l'État partagée avec le secteur privé. Ça, ce sont les constructions. Donc, pourquoi on est toujours dans cette situation où c'est d'autres qui exploitent pour des bénéfices qui sont majoritairement des bénéfices qui ne sont pas des bénéfices collectifs. C'est pour ça que nous avançons l'argument de l'économie politique, qui consiste à dire ceci: vous ne pouvez plus comprendre le secteur minier burkinabé si vous ne comprenez pas que dans ce secteur se joue un jeu entre l'État, qui est le régulateur, et les sociétés minières, qui sont les sociétés régulées. Et que tout se passe comme si les sociétés réguliers, les sociétés minières, donc, ont capturé l'État. Et comment ça se comprend pour un Et État, obtiennent de lui, je vais vous expliquer, et obtiennent de lui ce qu'elles veulent. En gros. C'est leur diktat. Ne dites pas diktat, c'est un jeu d'influence qui est très connu. Et ce que je dis là, c'est une théorie qui date de 1971. C'est la théorie de Stigler qui a eu un prix Nobel aussi en partie. Ça, c'est la théorie de la capture du régulateur en économie. Cette capture du régulateur nous permet de comprendre aujourd'hui que les sociétés minières ont investi pour avoir la régulation qu'elles veulent à travers une capture de notre État. Et comment la capture se fait? Vous le savez très bien. Combien de personnalités de l'État savez-vous qui ont des intérêts dans les sociétés minières, soit parce que leurs parents proches, leurs enfants sont employés dans les mines? Ce sont des moyens de capture de l'État. Il y a des moyens concrets comme ça. Combien d'anciens ministres des mines se sont retrouvés immédiatement après être partis des mines dans les sociétés minières? Ce sont des moyens de capture du régulateur. Combien de possibilités ces sociétés minières ont, y compris de corrompre des autorités, y compris à travers des technologies de corruption qui passent par l'international, par des comptes à l'extérieur, donc moins facile à voir par vous, journalistes, qui générez ou par les réseaux sociaux. Ce sont des moyens de capture qui expliquent qu'on est dans une situation où, si vous écoutez nos autorités, chaque fois qu'il y a un problème sur les mines, si vous ne savez pas que c'est un ministre, des fois vous pensez que c'est un représentant d'une mine. Est-ce que le code minier n'aurait pas pu aussi faire un travail à ce niveau, faire en sorte que l'autorité politique ne puisse pas avoir... C'est pour cela que nous envisageons cette perspective de capture du régulateur. C'est que le code minier, on a traîné pour le mettre en place, on ne sait pas pourquoi on a autant traîné, on continue de le marchander, on ne sait pas pourquoi on le marchande autant, on continue, y compris dans des situations dans lesquelles l'État peut tout à fait retirer le titre minier émis sans aucune forme de procès, sans aucune perte, parce que la mine, l'investisseur en question, a violé de façon flagrante la réglementation. C'est le cas quand le délai de mise en œuvre est dépassé, c'est le cas, y compris le cas où des taxes ne sont pas payées, la réglementation est très claire là-dessus. Mais quand vous voyez comment on traîne à le faire, vous comprenez, vous dites qu'il y a quelque chose, quelque part, qui peut expliquer, et c'est cette capture du régulateur qui peut l'expliquer. Je vous donne un exemple, une illustration parfaite. Dans notre pays, je le tiens de sources que vous pouvez vérifier. Pendant plusieurs moments, peut-être que ça continue, les contrôleurs des mines, c'est-à-dire les agents du ministère des Mines, qui allaient contrôler la coulée pour s'assurer que la production déclarée est la bonne production, se faisaient transporter sur les sites des sociétés minières par les véhicules des miniers. Est-ce que vous pensez que c'est parce qu'on n'a pas d'argent pour le faire? Ce n'est pas une question de capacité. C'est quelque part, en tant qu'économiste, je suis obligé de me poser la question de dire, OK, pourquoi est-ce que finalement c'est comme cela? C'est comme cela parce que quelque part, l'État n'est majoritairement plus au service du respect strict de la réglementation au profit des populations, mais y compris des représentants de l'État sont capturés dans cette capture de régulateurs, de sorte qu'ils ont leurs bénéfices. Il y a des gens qui ont un énorme bénéfice individuel, mais cet énorme bénéfice individuel est loin des bénéfices privés, des bénéfices collectifs qu'on espère tirer du secteur. Ce sont des conflits d'intérêts très connus. Encore une fois, c'est des pratiques de collusion qui sont très connues. Et ça doit cesser. Absolument, qui affaiblissent la réglementation et qui affaiblissent la capacité de l'État à faire bénéficier une ressource aussi stratégique que celle-là. Regardez la situation actuelle. Vous avez une insécurité extraordinaire qui a affecté des communes. Une commune comme Dori a perdu le quart de ses recettes locales liées à l'insécurité, l'impact de l'insécurité, la commune de Dori. Vous avez plusieurs communes, y compris Houndé et ailleurs, qui ont besoin de ce 1% pour financer les pressants besoins socio-économiques qui ont été encore dégradés, qui ont été encore augmentés avec l'insécurité, avec le drame humanitaire, résultat de l'insécurité. Nous avons la responsabilité de faire en sorte que notre gouvernance soit renforcée. Parce qu'il faut comprendre une chose, ça n'est pas une fatalité. Ailleurs, ça n'est pas comme cela. Je vous donne l'exemple du Botswana. Le Botswana, c'est un pays de noirs comme vous et moi. C'est l'une des meilleures démocraties africaines qui a une richesse formidable qui s'appelle le diamant et qui a pris son indépendance en 1966. Le président botswanais a organisé
un secteur minier, un secteur du diamant, qui est un secteur aujourd'hui extrêmement profitable au pays, parce qu'il a obtenu que la principale société qui exploite le diamant au Botswana appartient à 50% par l'État. Et ce 50% comprend également la chaîne de la valeur ajoutée. Ça veut dire que les pierres précieuses sont extraites là-bas de façon brute, sont taillées au Botswana. On a dit que c'est des questions de capacité. L'État a mis les moyens pour former les capacités. Et aujourd'hui, il y a des sociétés de diamants qui ne sont pas au Botswana, mais qui viennent mettre leur siège au Botswana parce que ce pays a créé cet environnement. Mais en définitive, ça n'est pas une simple question de moyens financiers et matériels ou de postes donnés à qui ou pas. C'est aussi une sorte de capture idéologique et culturelle. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que si vous voyez les arguments qui sont donnés, d'autorité qui sont donnés par la société minière, la stabilité, c'est trop compliqué le secteur, c'est comme si c'est finalement du nucléaire, ou c'est trop cher, il n'y a personne qui peut faire ça. Ces demi-vérités ont des fois prise sur l'esprit de nos élites, qui sont convaincus que notre secteur privé ne peut pas, qui n'a pas de capacité, qui sont convaincus que nos ingénieurs ne pourront pas, qui sont convaincus que ces sociétés étrangères ont une expertise inédite, qui est peut-être la science infuse qu'elles ont reçue, on ne sait pas comment, et qui oublient que tout ça, c'est une dynamique. Les sociétés minières d'aujourd'hui étaient plus bas que notre secteur privé hier. Elles l'ont acquise, cette capacité, dans le temps, comme le Botswana l'a montré. Donc l'enjeu, c'est aussi culturellement de se départir de cette capture et de se regarder dans le miroir et de se dire, finalement, le développement, qu'est-ce que c'est? C'est l'action des acteurs stratégiques d'un pays pour s'approprier leur économie nationale pour les bénéfices là, peut-être globaux. alors, pour terminer sur cette question minière, c'est peut-être qu'on va, comme certains le disent, à des assises nationales sur le secteur minier et peut-être à revoir la législation, finalement? Ou Non, qu'est-ce qu'il faut? Ce que je vous dis, la législation a de très belles dispositions qu'on n'a pas encore mises en place. Pourquoi on ne les a pas mises en place? Parce que ma conviction est que l'État n'y a pas montré un grand intérêt. Ce qu'il faudrait faire, en gros, c'est deux choses. La première, c'est de se dire qu'il faut mettre une grande pression sur cet État pour qu'il applique cette réglementation. Et c'est ça, c'est l'objectif d'une étude comme celle que nous faisons. C'est l'objectif de plusieurs organisations comme ORCAD, c'est l'objectif de plusieurs journalistes qui travaillent là-dessus, de vous, la presse, qui en parlez. C'est cet objectif, c'est majeur. Ça permet de faire en sorte que, finalement, si tu te laisses capturer, ta probabilité de perdre le pouvoir est tellement importante que tu préfères servir les intérêts collectifs. Ça, c'est une piste. Mais la deuxième piste dont il faut qu'on parle un jour dans ce pays, c'est que finalement, il faut bien se rendre compte d'une chose. On parle de souveraineté nationale. Quelle est la meilleure garantie à la souveraineté? Il y a un chanteur ivoirien qui a dit, la garantie de la souveraineté nationale, c'est d'avoir des dirigeants honnêtes et pas marionnettes. C'est de ça qu'il s'agit. Si nous avons des dirigeants qui ne sont pas honnêtes, ou qui sont pires, qui sont marionnettes, ou qui sont malhonnêtes, vous pouvez faire tout ce travail, mais c'est à la marge que vous le faites. Donc c'est pour dire que sur la question de l'or, comme sur plusieurs autres questions, la question de la souveraineté appelle que l'État soit également commandé par des dirigeants qui sont honnêtes avec la population et qui veulent servir les intérêts de la nation. Comme ça a été encore une fois le cas au Botswana. Ce n'est pas un rêve ce que je suis en train de dire. Regardez ceci, le Rwanda, le secteur privé rwandais n'a pas les capacités de notre secteur privé aujourd'hui. Notre secteur privé a des capacités bien supérieures aux capacités du secteur privé rwandais, que ce soit sur le plan des institutions financières, des BTP ou ainsi de suite. Mais si nous mettons les mêmes politiques en œuvre chez nous, et s'ils continuent leur politique, dans 15 ans, on va faire le point et ils n'auront pas le même secteur privé. C'est pour dire que c'est des choses qui se construisent également par des dirigeants visionnaires qui sont dédiés à leur peuple, dont l'intérêt principal n'est pas ci ou ça à côté, mais c'est de se dédier à la cause du développement de leur pays. Des hommes d'État pour réguler un peu ce secteur. Alors parlons à présent de gouvernance sécuritaire. L'étude sur les mines sera à la fin du mois, on le publiera. À la fin de ce mois de juin. Tout à fait. D'accord. Sur la gouvernance sécuritaire, c'est l'autre défi pour le Burkina Faso. On sait aussi qu'à ce niveau, l'impact économique de l'insécurité aujourd'hui, c'est une réalité. Est-ce qu'on peut dire que là aussi, le Burkina fait preuve de résilience économiquement? J'aime pas beaucoup le mot résilience finalement, parce que finalement on le jette comme ça et puis finalement tout le monde dit on est résilient. On n'est pas résilient. Hein. Ça aurait pu être pire, oui. Pourquoi je dis qu'on n'est pas résilient? Vous avez dans notre pays 800 000 personnes aujourd'hui qui ont fui leur village et leur maison. Allez leur parler de résilience.
et qu'on a logés parfois dans des lieux qui sont des lieux inondables et qui ne savent pas comment elles vont traverser, ces populations ne savent pas comment elles vont traverser la saison des pluies. Vous avez une situation très claire de certaines villes qui ont vu leur taille tripler, comme Kaya. Vous avez des communes comme Dori, encore une fois, qui ont perdu le quart de leurs recettes propres. Vous avez des secteurs qui ont été sinistrés, comme le tourisme, l'hôtellerie par l'insécurité. Donc, quand on dit gouvernance comme ça, c'est comme si on donnait beaucoup de choses. Encore une fois, le tissu socio-économique est très fragilisé par une superposition des crises. On a une crise sécuritaire qui a eu des dégâts majeurs. Je renvoie à une étude qu'on a faite avec d'autres partenaires sur l'impact économique de l'insécurité dans le pays du G5 Sahel. Vous avez une crise sanitaire qui vient s'ajouter à cela, mais vous avez aussi tout ce qui est comme front social, grève, ainsi de suite, qui détériore la capacité du secteur économique. Donc c'est pour indiquer que c'est une situation extrêmement difficile, cette insécurité. Et je crois du reste qu'une des choses que la Covid a organisé, un impact négatif de la Covid a été une sorte d'effet d'éviction politique de l'agenda d'insécurité. Vous avez vu la grande solidarité organisée contre la pandémie. Vous avez vu le défilé, le balai de tous ces millions et ces centaines de millions. Des gens de bonne foi, et c'est une très bonne chose. Mais vous avez vu le bazooka de l'État sortir en l'espace de quelques semaines. Est-ce que vous avez vu une telle mobilisation pour les 800 000 Burkinabés qui sont en détresse alimentaire, en détresse humanitaire, pour le dixième de la population burkinabé aujourd'hui en détresse humanitaire, c'est-à-dire plus de 2 millions de personnes, dont 800 000 qui ont fui leur foyer. On n'a pas vu cela. Est-ce qu'on a vu un tel élan aussi prompt pour armer nos forces de défense et de sécurité, pour les professionnaliser, pour les équiper, y compris au plan aérien, ainsi de suite? On n'a pas vu cela. Aujourd'hui, on vous dit que le problème de notre armée, ce n'est pas un problème d'investissement, de moyens. On se rappelle justement à Bobo Dioulasso, lors d'une rencontre à Fury Capacité, vous avez justement fait une sortie à ce niveau, vous avez parlé de catastrophe. On a vu à l'époque la réaction de celui qui va devenir plus tard le ministre de la Défense, Chérif Sy, qui n'était pas tout à fait d'accord avec vous. Non, je n'ai pas parlé de catastrophe. Il faut bien comprendre. Nous aimons notre pays et on contribue au développement de notre pays par notre travail. Il estime que vous aviez eu une vision un peu apocalyptique de la situation. Justement. Oui, ça a été ces mots, mais je vais expliquer sincèrement ça. Je vais prendre quelques secondes pour le dire. Nous aimons notre pays et nous voulons le servir par notre métier qui est la science économique et la recherche. Et donc, ce qu'on fait, ce n'est pas parce qu'on veut être les plus riches ou parce qu'on veut être vu à la télé, c'est notre manière d'apporter quelque chose, comme vous le faites dans votre travail. Et ce qui s'est passé à Bobo, c'est que j'ai simplement indiqué, nous étions en juin 2018, que nous avions d'importantes craintes vis-à-vis du front de l'Est qui était en train de s'ouvrir, qui allait être complexifié par une géographie très dense, avec des formations forestières. L'Ouest, c'est 17% du territoire, avec des densités beaucoup plus lâches que le Sahel ou ailleurs. Et en conséquence, on s'est dit, si avec le Sahel comme épicentre, on ne s'en sort pas, si on nous écartèle avec un deuxième épicentre, ça va être très compliqué. On a estimé qu'il fallait lancer la sonnette d'alarme. Aujourd'hui, il fallait tirer sur la sonnette d'alarme. Mais aujourd'hui, très clairement, vous voyez ce qui s'est passé 2 ans après. Pendant que nous faisons l'émission, on apprend que, y compris notre frontière avec la Côte d'Ivoire, devient très problématique. Donc, ce n'est pas une question de catastrophisme, ce n'est pas une question de dire qu'on va se fermer les yeux pour ne pas voir ce qui arrive. C'est une question d'un travail de recherche qui met les réalités sur le terrain et qui tire la sonnette d'alarme. Je vais indiquer une chose très importante. Beaucoup de gens ne le savent pas. L'Institut Free Afrique n'a pas commencé à travailler sur la sécurité avec le terrorisme. Non. Notre premier travail sur la sécurité porte sur la géographie militaire. Ça date de 2013. Notre rapport de 2016 s'appelle « S'éloigner du précipice, engager le renouveau ». Pour dire que nous avons une constance, une préoccupation importante sur cette question. Moi, ce qui me fait prendre vraiment mon pied intellectuellement, c'est l'économie politique, c'est la banque, c'est la monnaie. J'aurais bien voulu qu'on n'ait pas tous ces problèmes, qu'on continue à faire ce travail. Mais c'est précisément parce que nous sommes dans une situation sécuritaire tellement difficile aujourd'hui, qui s'est complexifiée avec des attaques de plus en plus fréquentes, de plus en plus sévères, qui se sont complexifiées avec des acteurs nouveaux, comme des groupes d'autodéfense, comme des civils armés qui ne sont pas forcément terroristes, mais qui font un travail similaire de terrorisme. Tout ça fait qu'on ne doit plus être dans une invective là-dessus. Il faut qu'on se dise très clairement que la nation est en danger, qu'on ne doit pas accepter l'inacceptable. Et j'ai le sentiment que bien souvent, on a accepté l'inacceptable, on a essayé de faire avec ce qui n'était pas acceptable. Et il y a ces graphiques-là qui le montrent justement, le nombre d'attaques terroristes et de morts qui a beaucoup évolué, on le voit
justement à l'antenne. Vous avez également travaillé sur la géographie même des attaques terroristes. C'est clair, c'est une stratégie de tâche de léopard, comme on l'a indiqué dans ce rapport, à savoir que ce n'est pas des gens qui attaquent un territoire, le territoire par un point et qui essaient de progresser pour gagner des territoires progressivement. Il y a plusieurs poches comme cela qui montrent donc la complexité du problème. Mais depuis ce rapport, la situation a beaucoup changé. À l'époque, on disait qu'il y avait en moyenne, dans les années 2016-2017, il y avait en moyenne une attaque chaque 2 jours. Après, on a dit une attaque chaque jour. Maintenant, je ne sais même plus dire, tellement ça explose, on ne calcule plus. Je veux indiquer très clairement que sur cette question, si nous faisons une fixation sur le gouvernement, on a faux. Moi, je crois savoir que l'une des raisons qui fait qu'on ne s'en sort pas sur la gouvernance sécuritaire, c'est qu'on a une géographie asymétrique de l'insécurité. À savoir que, je touche du bois, Ouagadougou est épargné depuis plusieurs trimestres. Les grandes villes Ouagabougou sont épargnées depuis plusieurs trimestres. Donc ce qui se passe, c'est que les lieux de pouvoir économique, politique, administratif et culturel, tout ce que vous souhaitez, qui sont dans cette ville-là, principalement à Ouagadougou, ne sont pas affectés. Et en conséquence, elles ne se mobilisent pas. C'est pour ça qu'avec la pandémie de la Covid, elles se sont mobilisées avec une réactivité exceptionnelle, parce qu'elles étaient affectées. Voilà. Donc c'est cette incapacité que nos élites avons, y compris les élites intellectuelles, je nous mets dedans, à penser le problème dans une dimension nationale. Le pays est dans une situation extrêmement difficile, une difficulté inédite. Et il y a une chose sur laquelle je vais insister, qui est nouvelle. Ce qui me fait le plus peur dans l'insécurité, c'est la tournure communautaire qu'elle a prise. Cette tournure communautaire touche au plus profond de ce que nous étions de plus précieux. Il y a quelques années, il y a quelques dizaines d'années, vous aurez pu dire que le Burkina, ce n'est pas le Bénin, parce qu'au Bénin, il y a une cassure nord-sud très claire, ce n'est pas le Togo, ce n'est pas la Guinée, ce n'est pas le Mali, ce n'est pas le Niger, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez le dire toujours? C'est pour dire que, d'année en année, malheureusement, le délitement est en cours. Pendant ce temps, nous sommes dans une sorte d'indolence, de non-mobilisation, de stratégie, des fois d'autruche, qui consiste à nier la gravité de la situation ou à aller s'attaquer à des problèmes marginaux, voire à en rajouter à l'insécurité. Parce que c'est là l'autre victoire justement du terrorisme, arriver justement à créer un problème de cohésion. C'est vrai que le ministère de l'administration territoriale il y a aussi un ministre délégué chargé de la cohésion sociale désormais, mais ça ne résout pas le problème. Ce n'est pas une histoire de créer un ministère ou pas, c'est une question concrète. Est-ce que concrètement aujourd'hui nous allons mieux qu'il y a 3 ans, qu'il y a 2 ans? Non, ça s'empire. Je l'ai dit il y a plusieurs mois, les terroristes nous ont tendu un piège. C'est le piège de la division ethnique. Il y a des moments où on a su éviter ce piège, comme c'est le cas avec l'Union des croyants à Dori, qui fait un travail formidable d'essayer de tenir le tissu social, mais il y a plusieurs cas où on est tombé dans le piège. Et aujourd'hui, malheureusement, nous sommes dans ce piège. Ce piège communautariste. La stigmatisation. Ce piège de stigmatisation, mais ce piège aussi qui est que finalement, chacun se dit, bon, finalement, peut-être que les Peuls ne sont pas clairs. Comme vous voyez, très clairement. Et c'est les gens qui disent ça, finalement, peut-être que les petits gourmachés là, mes esclaves là, ils ne sont pas clairs. Mais observez ceci. Les gens qui les disent, qui sont de bonne foi, il faut leur dire ceci, que si les Peuls étaient terroristes, si tous les Peuls étaient terroristes, on a plus de 3 millions de Peuls dans le pays. Ça se saurait. Si nous posons ce problème en termes ethniques, nous sommes foutus. Malheureusement, dans bien de situations, nous sommes en train de prendre cette tournure. Il y a une pédagogie très importante à faire, à savoir qu'il y a une différence fondamentale entre le fait qu'on a trouvé un dialogue qui est terroriste et le fait que tous les dialogues sont terroristes. Qu'il y a une différence fondamentale entre le fait que si vous recrutez des terroristes dans la population locale à l'Est, il est normal qu'il y ait beaucoup de gourmachés là-bas. Il y a une majorité de gourmachés là-bas. Si vous recrutez des terroristes dans le Sahel, il est normal qu'il y ait beaucoup de Peuls là-bas. Il y a une majorité de Peuls là-bas. Cette distinction entre le tout et la partie est fondamentale. Parce que finalement, que nous disent les philosophes sur le racisme ou sur les xénophobies? Le racisme, comme toute forme de xénophobie, procède en considérant qu'un individu d'une communauté donnée est égal à un autre, peu importe. Un Peul, c'est un Peul. Un Bissa, c'est un Bissa. Un Moussi, un Mouaga, c'est un Mouaga. Peu importe. C'est cette dynamique mortifère qui est à l'œuvre dans nos communautés qu'il faut arrêter. Et est-ce que vous avez l'impression qu'au niveau de l'autorité politique, on travaille justement à passer ce signal fort au niveau de la population qu'il faut éviter ce type de discours? Je ne le crois pas, mais je ne veux pas juste invectiver les autres. C'est aussi le travail des intellectuels et des chercheurs. Pourquoi? Parce que ce que je viens d'expliquer, nos philosophes doivent davantage l'expliquer.
Ce que je viens d'expliquer, nous devons expliquer aux gens que ça n'est pas parce que tu vois une perception que c'est objectivement la réalité. Nous devons expliquer aux gens la différence entre le tout et la partie. Mais surtout, nous devons expliquer aux gens le piège terroriste qui est là. Et que ce piège, c'est le tenkoum, comme le dit Amoré. Si on tombe vraiment dans ce piège à 100%, on est foutu. Mais je suis aussi de votre avis que l'autorité politique n'a pas eu la parole qu'il faut jusqu'à présent, n'a pas eu les actes symboliques qu'il faut. Il y a des choses qui sont faites, mais encore une fois, moi, je suis très insatisfait de la situation. Par exemple, qu'est-ce que je reproche à la presse sur le sujet, juste pour faire une pique? Je crois qu'on est dans une situation de quasi-guerre, pour ne pas dire le mot guerre. Et on a peu de reportages de guerre. Je connais les difficultés de la presse burkinabé, y compris les difficultés économiques. Si vous faites un vrai reportage de guerre, qui donne à voir à la population, à celui qui boit son lait bridel au petit déjeuner, à voir le drame humain dans la chair, ça crée une opinion publique. Parce que c'est finalement l'opinion publique qui peut faire ça. C'est vrai qu'il y a des efforts qui sont faits dans ce sens. Là, on vous dira que vous en rajoutez à une tension. Et ce travail, c'est comme on a voulu dire à la presse qu'il faut faire un travail de journalisme patriote. Il faut éviter de parler des victimes civiles et des victimes au niveau des FDS. Il faut plutôt parler de terroristes neutralisés. Bon, il y a toujours ce débat aussi qui est posé. Écoutez, y avait-il plus patriote que Norbert Zongo dans notre pays quand il vivait? Il faisait ce travail de vérité. Vous imaginez quelle aurait été la plume de Norbert Zongo aujourd'hui? Il aurait trempé dans la plaine nationale pour décrire ce qui se passe. Donc il faut faire attention. Il y a une différence entre le patriotisme et le chauvinisme, ou plutôt la politique de l'autruche qui vise à cacher les problèmes. Non. Si nous ne sommes pas en capacité de regarder en face les problèmes majeurs qui s'amoncellent devant nous, nous ne serons pas en capacité de les résoudre. Il s'agit effectivement d'être très prudent à l'occasion, de ne pas en rajouter, c'est vrai, mais c'est l'opinion publique qui va faire la pression sur le gouvernant pour qu'ils aillent dans le bon sens. Et cette opinion publique a besoin d'une bonne information. C'est le rôle des chercheurs, des intellectuels, des universitaires, des journalistes. Cette opinion publique aussi a besoin de savoir l'ordre de priorité. Qu'est-ce qui est très important et qu'est-ce qui n'est pas très important. La mobilisation contre la pandémie, c'était génial, mais on attend une mobilisation beaucoup plus importante contre l'insécurité, y compris l'insécurité communautaire. Il y a aussi cette typologie aussi, des cibles, des attaques, justement, de plus en plus de civils concernés. C'est vrai, les 2 premières années, la moitié des attaques affectaient les forces de défense et de sécurité, les institutions sécuritaires. Aujourd'hui, on a une majorité des civils qui sont affectés, y compris au plan communautaire, comme je l'ai indiqué. Encore une fois, c'est un phénomène qui va vite, qui se complexifie. Du reste, en 2017, nous avions dit que si des gens attaquent vos forces de défense et de sécurité, et que vous dites, OK, comme ce sont des militaires et des gendarmes, ce n'est pas grave, il faut savoir qu'ils ont un plan pour vous après, quand les forces de défense et de sécurité vont se retirer. Nous, on a fait des enquêtes à l'Est et on sait que des fois, des populations nous disaient « Nous sommes contents des terroristes ». Je vous le dis. Ils nous permettent d'avoir accès à la forêt de nos ancêtres, dont on était exclu de l'exploitation. Ils nous permettent de continuer l'activité d'exploitation artisanale de l'or. Mais on savait très, très clairement que c'était des offensives de charbon. Et ces offensives de charbon, aujourd'hui, sont à une autre phase, où aujourd'hui, les victimes civiles sont très, très importantes. Il y a aussi cette approche des volontaires de défense de la patrie. Écoutez, je pense que, quelqu'un l'a dit, la participation de la population à cette guerre est indispensable, parce qu'on ne peut pas gagner une telle guerre sans avoir la population avec soi, sans gagner la population et sans la participation de la population. Ça, c'est la première chose que je veux dire. Par contre, la deuxième chose, je n'ai pas compris pourquoi on a enjambé l'armée et la gendarmerie ou la police pour aller faire ça. Pourquoi? Ça donne le sentiment qu'on a tout essayé avec les forces de défense et de sécurité et que comme on n'y arrive pas, on va maintenant armer des jeunes recrutés à la va-vite pendant 2 semaines formés à qui on donne les armes. Ça peut être demain une partie du problème. Moi, j'observe que quel que soit ce qu'on raconte, l'équipement effectif, je ne parle pas de budget sur papier, l'équipement effectif des forces de défense et de sécurité, il y a encore un boulevard à occuper. J'observe sur le terrain que la formation effective de nos troupes, il y a encore un boulevard à emprunter. J'observe sur le terrain que la motivation de nos troupes, les conditions dans lesquelles, y compris le repas des soldats au front, ce n'est pas ce qu'on attend de gens qui vont donner leur vie pour la nation. Donc c'est là qu'il faut faire. C'est des gens qui ont été formés, c'est des gens qui ont montré leur grand patriotisme. Regardez jusqu'à présent, depuis 5 ans, malgré cette souffrance, on n'a pas eu de vrai départ, de meurtre ou de choses comme ça en leur sein. Il y a une discipline en leur sein. Malgré les victimes qu'on compte en leur sein par dizaines, voire par centaines aujourd'hui. Donc il faut aujourd'hui, il est impératif qu'on réhabilite notre armée nationale dans toutes les forces de défense et de sécurité pour faire face. Il y a quand même des motifs de démotivation.
En tout cas, je vous le dis très clairement, il y a encore beaucoup de choses à faire. Il ne faut pas enjamber cela pour aller vers des forces supplétives, putatives, qui vont créer d'autres problèmes. Et comment reprendre la main finalement sur cette question-ci? Il y a beaucoup de choses à faire, mais ce que je veux indiquer, c'est que c'est l'opinion publique qui va être le curseur. Si l'opinion publique impose dans l'agenda que ce qui compte, ce ne sont pas les élections de demain, je ne sais pas si on va en parler, que ce qui compte, ce n'est pas ces détails. Ce qui compte, c'est l'unité de la nation, c'est l'intégrité territoriale violée aujourd'hui, la priorité à recouvrer notre souveraineté, à donner la paix, les conditions minimales de survie de nos populations rurales qui sont affectées par cela. Si l'opinion publique l'impose, ça va se faire. Regardez ce qui s'est passé avec l'affaire de la tablette des députés. Vous avez vu le rétropédalage du président de l'Assemblée nationale de l'époque, paix à son âme. Ce n'est pas quelque chose qui lui ressemble. Pourquoi? Parce que l'opinion s'est saisie de la question. Le problème de l'opinion publique, c'est que par moment, elle se saisit légitimement d'une question, mais cette question est moins importante que la question qu'elle laisse de côté. C'est ça qui est en cause. Et c'est aussi ce sont les élites qui ont la mission de déterminer les priorités vers lesquelles l'opinion doit se coaliser et donc imposer que l'ensemble de la société se mobilise pour servir ces priorités. D'accord. Parlons de promotion de l'expertise justement locale, l'accueil réservé aux travaux de nos chercheurs et intellectuels. C'est aussi un débat qui est là. On a parfois l'impression qu'il y a un regard, une sorte de dédain, de condescendance que l'autorité politique a vis-à-vis des productions intellectuelles de nos chercheurs. C'est une question que je me pose toujours. Il m'arrive quelquefois d'être optimiste là-dessus, mais souvent je ne suis pas optimiste parce que nous, on fait beaucoup de rapports. Et je vais vous faire une confidence. Chaque fois qu'un rapport de Free Afrique sort et qu'on fait un minimum de publicité là-dessus, les chancelleries occidentales nous invitent à leur table pour nous dire « Expliquez-nous ce que vous avez dans le rapport ». Ce n'est pas qu'elles nous aiment, hein. Ce n'est pas qu'elles pensent qu'elles n'ont pas d'économistes chez eux qui sont meilleurs que nous, hein. Ce n'est pas la question. C'est qu'elles veulent s'informer. Donc, elles se disent, quel que soit ce qu'ils sont, ça ne coûte rien de les écouter. Et ça se fait comme ça depuis des années. Mais on n'a jamais vu ça de nos autorités. À quelques rares exceptions, on n'a pas vu un coup de fil d'une autorité qui a dit « Écoutez, bon, vous avez sorti ça, qu'est-ce que vous disiez à la télé là? Venez, on va s'expliquer. » Non. Or, il est bien arrivé souvent, que certaines de nos notes n'ont pas été publiées. Quand on a fait la note où on parlait du stock de riz qui était problématique, si vous publiez ça demain, qu'est-ce qui se passe? C'est que tout le monde va rapter le stock restant et ça va créer le problème que vous voulez éviter. On a adressé ça aux acteurs stratégiques de la société, dont des opérateurs économiques qui ont donné une bonne suite à cela. Mais les autorités politiques n'ont jamais donné de suite à ces questions. Mais ce n'est pas une question personnelle. C'est une question de l'expertise nationale, comme vous le dites. Regardez à la faveur de la Covid, regardez tout ce qui s'est joué comme prise de parole, comme toutes ces personnes qui ont pris la parole, qui des médecins de santé publique, qui des communicateurs, des économistes, ainsi des politologues, tout le monde a fait des contributions. Mais quand vous regardez la réception que l'autorité a de ces paroles locales, ça pose un problème parce qu'on n'a pas le sentiment qu'on est regardé... L'intellectuel est plutôt vu comme un opposant politique. Oui, mais bon, il faut aussi comprendre qu'effectivement, il y a eu des moments où certains grands frères ont utilisé ça pour monter politiquement. Donc, on peut taxer tout le monde de vouloir chauffer l'opinion avec 2-3 idées pour se faire sa cote. Donc, nous, ça fait quand même plusieurs années qu'on est là. Maintenant, c'était le cas. Il y a longtemps, il y a des opportunités qu'on a eues pour faire autre chose que ce qu'on fait et on n'a pas cédé. Donc, mais vous avez raison, il y a ça. Mais objectivement, ce n'est pas seulement la faute des autorités. C'est aussi la faute de nous, universitaires, qui devons travailler à monter en expertise, à monter en pertinence sociétale. Parce que la question, c'est objectivement, est-ce que ce que nous faisons intéresse nos populations? Si ça intéresse nos populations, ça va être long, mais ça va arriver. Mais il y a des exceptions, il y a de très belles exceptions. Le code minier, Free Afrique est très fier, aux côtés de beaucoup d'autres, d'y avoir contribué par des études. Il y a eu des cas comme ça où nous pensons que nos recommandations, même si on ne l'a pas de façon explicite, pour le cas du code minier, c'est très clair, sont prises en compte. Je dis ça parce que récemment, il y a eu cette polémique liée à un article de Jeune Afrique, l'affaire d'Albeg. Il y a eu ce démenti après, justement, du journal, mais ça reste quand même un débat, puisque ce cabinet qui se serait, selon Jeune Afrique, retranché derrière une clause de confidentialité, a en réalité été sollicité, selon le journal, dans le cadre d'une mission ponctuelle par le Tony Blair Institute, TBI, donc, lequel conseillerait les autorités burkinabées, selon le journal. Ça veut dire justement que ça reste un problème, ça reste problématique.
On fait recours à l'expertise internationale, aux intellectuels d'autres pays, à des étrangers, pour réfléchir sur les problèmes du Burkina, réfléchir sur les solutions à apporter aux problèmes du Burkina. Le problème de faire recours à l'expertise internationale, ce n'est pas un problème en tant que tel. C'est le recours systématique et le dédain de l'expertise locale, à l'expertise internationale et le dédain opposé à l'expertise locale. C'est ça le problème. Parce qu'on peut imaginer que sur une question très pointue, l'expertise soit dehors, on aille la chercher. Ça, c'est clair. Et je veux clarifier une chose. Free Afrique n'est pas un cabinet d'études. Donc, on n'est pas ici pour dire qu'on veut solliciter Free Afrique. Nous sommes un organisme indépendant, but non lucratif. On fait de la recherche et bien souvent avec nos propres moyens. Il y a des situations où nous sommes financés, mais nous ne sommes pas financés par le gouvernement burkinabé. On ne cherche pas les financements du gouvernement burkinabé. Je tiens à faire cette clarification pour qu'on se comprenne. Mais ce que je veux dire très clairement sur cette question, en réalité, elle n'est pas différente de ce que j'avais dit au début. La question de la capture idéologique et culturelle. La capture idéologique et culturelle, on la voit sur nos politiques économiques et nos politiques économiques. Qui sont les donneurs d'ordre? Qui sont les conseillers? On le sait. C'est le Fonds monétaire international, la Banque mondiale. C'est eux qui disent on va faire ajustement structurel, y compris des fois par des décisions complètement aberrantes, mais qui ont été appliquées dans notre pays et ailleurs. Sur le plan des médias, vous voyez très clairement la préséance qui est donnée aux médias internationaux. C'est une question de capture idéologique et culturelle de nos autorités, de nos dirigeants, qui des fois ne croient pas aux locaux, y compris sur le secteur privé. Ils sont convaincus que les autres sont meilleurs. Or, les autres ne sont pas nés meilleurs. Les autres ont fait un cheminement avec le soutien de leur État qui, de façon visionnaire, avec beaucoup de volonté politique, ont soutenu pour que dans ces pays, il y ait des secteurs privés, il y ait des intellectuels, il y ait des presses, il y ait des administrations de grande qualité. Donc c'est ça qui est en cause, c'est la même chose au plan de la recherche. Et si on ne sort pas de ça, on ne va jamais se développer. Vous savez pourquoi? Il y en a qui croient que le développement, c'est l'expertise juchée quelque part à Washington ou à Paris ou à Berlin. Ça n'a jamais été comme ça. Regardez la Corée du Sud. La Corée du Sud qui est un formidable succès économique sur les 70 dernières années. Au début, quand la Corée a posé les principaux éléments de son développement économique et social, elle n'avait pas un stock d'économistes important comme plusieurs pays africains aujourd'hui. Hein. Non. Mais elle s'est appuyée sur ces locaux-là. Et ces économistes locaux ont tenu tête à la Banque mondiale et au FMI en leur disant on ne va pas faire ce que vous allez faire, et on va faire ce que nous pensons, vous avez dit de faire, mais on va faire ce que nous pensons qu'il faut faire. Et ce sont ces économistes locaux qui ont gagné. Il n'y a pas d'exception à cette règle. Vous ne vous développez jamais en confiant votre cerveau à l'étranger. Alors que, sans oublier que ces cabinets étrangers aussi parfois sous-traitent avec les locaux. Oui, ça c'est même pas grave. Il y avait des situations, j'ai même vu des situations très claires, je ne vais pas donner l'exemple, des situations très claires où l'autorité publique contractante a souhaité qu'il n'y ait pas d'experts locaux associés parce qu'elle veut que ça reste confidentiel. Ce n'est pas une question simplement de vouloir se faire corrompre à l'international de façon discrète. Il peut y avoir ça. C'est aussi une question culturelle. C'est une question de domination culturelle, de capture culturelle, qui fait que certaines élites politiques, administratives, intellectuelles se pensent inférieures et pensent que nos sociétés sont inférieures aux autres. C'est la dynamique qui compte. Comment on met notre effort à construire nos capacités endogènes pour nous approprier notre propre processus de développement pour notre propre bénéfice. C'est cela qui est en cause. Voilà. Parlons pour continuer de la gouvernance politique, on est pris par le temps. Élection ou transition, c'est aujourd'hui le débat dans ce contexte de sécurité oblige finalement. Ça, c'est pour ça que je parle de l'opinion publique toujours. J'ai dit quelque part que je ne comprends pas cette situation où l'essentiel de la société publique et de la société politique burkinabé est d'accord pour aller aux élections, en gros, dans n'importe quelle condition, on va dire. Que l'intégrité du territoire ne soit pas intacte aujourd'hui, qu'elle soit violée à répétition, que des pans entiers du territoire soient sous le contrôle de forces autres que nous, on va aller aux élections. Qu'on ne soit même pas sûr qu'à l'occasion de ces élections à venir, certains candidats ne vont pas être raptés par des terroristes, comme on a vu le cas de l'opposant Soumaïla Cissé au Mali, on doit aller aux élections. C'est ce que j'ai appelé l'entêtement de la patrie ou la mort, nous voterons. En gros, quelle que soit la condition, on va aller aux élections. Pourquoi? Parce que j'ai le sentiment que la majorité présidentielle est convaincue de son fait, qu'elle pense que son trésor de guerre est suffisant et qu'elle va en découdre, aller aux élections et renouveler son mandat. Et que l'opposition est convaincue que l'insécurité, la gestion de la Covid ou d'autres éléments
vont voter contre la majorité, donc en sa faveur à elle. Et donc, elle veut aussi, coûte que coûte, aller tout de suite. Donc, c'est la patrie ou la mort, nous voterons. Qu'on ait 800 000 déplacés, la patrie ou la mort, nous voterons. Qu'on ne contrôle pas les territoires, la patrie ou la mort, nous voterons. Qu'on ait 1/10 de Burkinabés qui soit en détresse alimentaire, en détresse humanitaire, la patrie ou la mort, nous voterons. Donc, une sorte de fixation sur les élections qui ne peut se comprendre que si on voit la grande déconnexion entre cette société politique et les vrais problèmes du pays. Parce qu'on aurait compris qu'on veut aller rapidement aux élections si les appareils politiques avaient des offres programmatiques de fonds alternatifs qu'elles vont mettre en concurrence, de sorte qu'on se dit, OK, le problème est tellement grand, allons aux élections pour choisir les solutions mises en compétition. Mais vous savez très bien que ça n'est pas le cas. Et donc, c'est la situation actuelle. Mais il faut que je précise une chose, parce que j'ai vu aussi les tard venus dans l'affaire qui disent qu'il ne faut pas avoir des élections, il faut imaginer une transition, en fait, les candidats putatifs au gouvernement d'union éventuel. Je ne veux pas hurler avec les loups, vous comprenez, je ne le dis pas parce que je vais être ministre ou quoi que ce soit. Je le dis parce que je trouve que... je ne le dis pas non plus parce que je pense qu'il faut se passer des élections ou que c'est facile. C'est extrêmement difficile, mais je le dis parce que ça caractérise notre situation, notre délitement national, des problèmes très importants sur lesquels on ne donne pas l'attention et les problèmes, l'échéance électorale devient la fixation exclusive et c'est très très dramatique. Dramatique. Alors, crise de confiance finalement entre gouvernants et gouvernés, ça aussi c'est une réalité. Pourquoi et comment ramener cette confiance finalement? Je pense qu'on n'a pas souvent compris que le développement de la corruption dans notre pays depuis l'assassinat de Sankara a des effets désastreux sur notre société. L'un des effets de la corruption, c'est précisément l'effet corrosif sur la confiance que les gouvernés peuvent placer au gouvernement. Si vous voyez une autorité politique ou administrative qui a un train de vie qui n'a rien à voir avec ses revenus connus, il se pose la question de est-ce qu'il est là-bas pour nous servir ou il est là-bas pour se servir? C'est ça qui nous attrape. Dans certains cas, ce n'est pas vrai. Hein. Dans certains cas, vous avez des gens honnêtes qui font très bien leur job. Mais le phénomène est tellement massif qu'on est dans une situation que même si moi je devenais ministre demain matin ou n'importe quelle chose qui ne m'intéresse pas, même si je passais à une position de gouvernement, des gens diraient tout de suite, mais est-ce qu'on est clair qu'il n'a pas changé? Il faudra beaucoup de preuves pour montrer que vous n'avez pas changé. Donc c'est pour dire que cette crise de confiance, vous avez tout à fait raison, elle est là, elle est massive et c'est un vrai problème. Parce que la nature des problèmes auxquels nous faisons face exige que nous ayons des gouvernants auxquels nous pouvons faire confiance. Mais je ne peux pas dire aux populations, faites confiance à notre gouvernement. Je ne peux pas le dire. Parce que je vois très clairement que sur plein de sujets, on ne peut pas lui faire confiance. Et que c'est quand on lui met la pression qu'il va daigner bouger un peu. Donc, ce que je peux indiquer à la population, c'est mettons la pression, organisons le mouvement citoyen pour faire en sorte que l'opinion publique s'impose comme une contrainte qui montre les lignes rouges, qui montre les directions à suivre et qui essaie de pousser les autorités, les gouvernants à aller dans le bon sens. Mais ce n'est pas l'idéal. Hein. L'idéal, c'est d'avoir des gouvernements qui font le contraire, qui tirent l'opinion publique, qui tirent la population vers le meilleur. Mais dans notre situation, on a oublié de faire le contraire, malheureusement. On est en fin d'émission. Vous allez me dire ce que vous pensez de Chérif Sy. Je redoutais cette partie de l'émission pour vous dire tout, parce que je n'aime pas les questions de personne. J'ai une parole tranchée, j'ai une analyse. Je n'aime pas me censurer sur ce que je pense, mais ce n'est pas une question de personne que je veux dire. Donc je ne peux pas non plus botter en tout sur la question. Qu'est-ce que je peux dire? J'espérais qu'il aurait raison. Simplement ça. J'espérais qu'il aurait raison. Mais on sait très clairement ce qui est advenu de la situation. D'accord. Rémi Danguino? Vraiment, vous allez me fâcher avec tout le gouvernement. Est-ce que je peux dire ce que je vais dire? Qui est que ça n'a rien à voir avec Rémi Danguino. Il y a un problème important dans notre pays depuis quelques années, c'est l'affaissement de la télévision nationale. La télévision nationale est un organe majeur. Moi, je considère, sans être un expert, qu'elle s'est affaissée dans sa qualité. Et quel que soit ce qu'on va raconter, c'est le ministre en charge qu'on va
noté aussi sur cette question, d'autant que c'est un ministre qui a été l'excellent journaliste que tout le monde a connu. Donc, je vais m'en tenir là. Je veux juste parler des politiques publiques plutôt que des personnes, quoi, avec lesquelles j'ai aucun problème. Hein. D'accord. Pour terminer, le président Roch Marc Christian Kaboré. Ce que je crois fondamentalement, c'est que le pays n'est pas gouverné comme ce qu'il devrait être aujourd'hui, très clairement. Sur les principaux points, je ne crois pas que le pays est tenu comme ce que tout le monde peut espérer. C'est le minimum que je puisse dire. Hein. Le reste ne peut pas se dire sur un plateau de télé. Vous comprenez très bien. Merci d'être passé dans le fauteuil blanc ce soir. Merci beaucoup à vous. Merci. Madame, Monsieur, ça sera tout pour ce numéro de Surface de Vérité. Merci de l'avoir suivi. Le docteur Rassablga Seydou Ouedraogo, directeur exécutif de l'Institut Free Afrique, était notre invité. Excellente soirée sur notre chaîne. Bonsoir.